Belle musique de générique. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, on va aller très vite. Bonsoir mon camarade compère. Bonsoir cher Gérard. Tu as vu le jeu de mots, camarade compère? Mais j'ai noté, c'est bon. Bonsoir Matt, bonsoir. Salut vieille branche. Salut. Tu as compris le jeu de mots? Qu'est-ce qui m'apporte Barajo? Branchi, vieille branche, tu as compris. J'ai suivi. En douceur, ça va Barajo? Tu as compris? En douceur. Open soft. Soft. C'était vraiment pareil. Merci beaucoup. Bon, alors nous avons un programme très chargé. D'abord, un petit moment d'apitoiement sur la grippe de Galion, de Gabriel Galion. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Le bel homme Galion. Il nous verra. Il a dû en quelque part préparer l'émission et puis de ne pas pouvoir être là. Nous l'accompagnons dans sa grippe. J'espère que c'est ni la dengue ni un chikungunya. Nous allons faire un petit exercice très rapidement grâce à l'adorateur du chiffre. Monsieur Barajo, sur la répartition des voix entre les différents regroupements politiques et qu'on est censé retrouver dans la future Assemblée unique. Donc on prend le chapeau, quoi. Alors grosso modo, plus de 40, 45, 46, 47 pour l'Alliance PPM, 41 MIM et ADM, et 13% pour la droite. Voilà, en pourcentage. 12%. En pourcentage, oui, 12 pour la droite. Vous êtes d'accord avec ce chiffre? Bon, j'avais calculé en termes de voix, mais oui, c'est à peu près ça, 50. Et m'était basé d'ailleurs sur donc moi, c'est un article. Ça, on voit. C'est le pourcentage des exprimés. J'étais parti d'une critique d'un article paru dans notre confrère Le Progressiste, de Jamie Dorcière, qui donnait 57 000 pour le PPM et alliés. Alors, on appelait les autres les populistes, alors je dirais les partisans de la responsabilité martiniquaise, 51 000. Et la droite, 23 000. Et les inclassables, à peu près 9 000. Alors dans les inclassables, c'est là qu'on peut discuter. Voilà. Les inclassables, nécessairement, ils vont se classer place en unique, parce que sinon, ils seront inexistants. Ils seront bien obligés de se classer. Alors attendez, une petite... ça explique qu'il y aura nécessairement des ajustements politiques. Ça veut dire brusquement que plus que j'ai une idée de liste, il faut la retrouver à manger, il faut la retrouver... Peut-être pas, ils n'oseront pas, le MIM et le ADM n'ont pas cette flexibilité, cette élasticité idéologique et politique, mais je pense que l'Alliance pour une Martinique nouvelle aura cette capacité, alors, ils ont commencé avec Jenny Dulis, à s'ouvrir sur la droite ou les sans étiquettes. Je pense que c'est là qu'ils vont puiser pour être sûrs de conforter leur avance. C'est une hypothèse. Ça dépendra de manière directe de la capacité du RDM et du MIM de faire une liste commune. Parce que je vous rappelle quand même que cette liste commune n'a jamais existé. Mais il y avait deux listes. Non, mais là, ils ont dans l'obligation, parce que l'Assemblée unique... Ça ne va pas dans ce sens-là. Non, pas du tout. Ça ne va pas. Il y a un deuxième... Claude Lise dit, moi je fais ma liste tout seul. Alors, il faut quand même être très clair. En nombre de voix, l'analyse est différente si on considère une élection régionale ou une élection municipale. Si on considère une élection municipale, Claude Lise est largement majoritaire par rapport au MIM. Et si tout le monde se base sur le dernier scrutin en date, c'est-à-dire les élections municipales, Claude Lise fait sa liste tout seul. A toute légitimité de faire sa liste, puisque en nombre de voix, il représente près de 70% des voix. Si on met tout ensemble, de la coalition, il est le patron. Généreusement, il leur donne. Mais ça ne donne jamais la même chose au niveau de la projection. Il ne faut surtout pas transposer ces élections municipales, qui sont d'abord des élections locales, où une grande partie des candidats se sont présentés sans étiquette, sans annoncer la couleur. C'est-à-dire, moi j'ai d'ailleurs été assez indigné, même si oui, je dirais indigné, de voir que pendant une grande partie de la presse a accompagné cette espèce de camouflage pendant toutes les élections municipales. Et puis brusquement, le soir, sur Martinique Première, pour les nommer, brusquement, on voit apparaître des partis politiques et on fait des comptages en fonction du courant politique. Alors que tout le monde nous dit, moi je viens, je suis sans étiquette, je n'ai pas d'appartenance politique, etc. etc. Donc, mais ceci, y compris des gens appartenant à des partis politiques. Prenons un gars, ça me vient comme ça, Éric Copette, à Saint-Anne. Le soir de l'élection, il a voulu les PPM. Oui, mais c'est un détail, ça. C'est pas un détail, non. Non, attends, mais non, c'est anecdotique. Alors, faisons de la sociologie, de la science politique. Alors, comment peut-on, la question est la suivante, comment peut-on prendre cette base,
cette mouture, si tu veux, municipale et l'utiliser pour cette projection, entre guillemets, régionale. Enfin, alors, voilà, c'est ça. Tu réfléchis à ça. À la nuance près que Michel vient d'avancer, les élections municipales sont plus légitimes aujourd'hui qu'hier, parce que l'une des bases du calcul et de la représentation aux futures élections pour la collectivité territoriale, c'est une base locale. Ouais. C'est pour ça que les élections municipales sont beaucoup plus légitimes aujourd'hui, parce qu'il y aura une liste. Et plus légitime à quel point de vue? Au point de vue politique, démocratique, ou bien alors légitime pour calculer cette projection? Pour faire la projection. Précise bien. Ouais. Pour faire la projection, et également sur un plan politique, parce que sur la représentation des personnalités. Parce que je pense qu'il est important ici de dire à nos téléspectateurs comment ça va se passer en quelques minutes. Oui. Parce que plusieurs listes vont se présenter. Chacune de ces listes aura à sa tête une tête de liste, personnage leader, charismatique, transversal sur l'ensemble de la Martinique. Mais juste en dessous de cette tête de liste, il va avoir 4 combinaisons de sous-listes qui correspondent à des circonscriptions géographiques. Moi, je préfère dire géographique. Une liste du Nord, une liste de Fort-de-France, une liste du Centre-Atlantique, c'est-à-dire Robert, François, Lamentin, Gros-Morne, Trinité. En gros, les circonscriptions législatives actuelles. Voilà, en gros. Et puis, le Sud. Le Sud. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont pesé dans ces zones-là, mais qui aujourd'hui sont connus, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là, en un an, un type n'a pas le temps de monter. Donc il va bien falloir le choisir parmi les gens qui se sont présentés aux électeurs. On ne va pas repartir avec des nouveaux candidats inconnus. C'est ça l'originalité, je dirais le positionnement dans le temps de l'élection municipale tombe extrêmement bien par rapport aux élections. Et c'est d'ailleurs l'une des motivations majeures. Qui a fait que l'on a pour savoir exactement où on est. Vous préparez. Mais oui, mais c'est. Les gens disent, mais pourquoi on a. Du choix de 2015. Du choix de 2015. Voilà. Oui, monsieur, c'est le coup de monsieur Noël. On continue. Alors, comment ça va se passer? Quand on va faire l'élection et on va compter le nombre de voix au total. Donc, je dirais la géographie ne va pas jouer. Sur le nombre de voix au total qui va permettre d'affecter un certain nombre de sièges. Très bien, jusque-là, ça ressemble aux élections régionales. Bon. Maintenant, vous avez gagné 30 sièges. Vous avez la majorité, c'est-à-dire que vous avez eu 20 sièges et puis on vous a donné une prime. 63, sur 51 sièges à distribuer dans un premier temps. Vous avez la majorité. Maintenant, se pose la question de savoir comment on va vous donner ces 30 sièges. Et c'est là qu'intervient l'élément majeur, dans cette notion d'unité. Parce que, et là, par exemple, le PPM est en situation extrêmement complexe. Le PPM est fort et bien représenté jusqu'à maintenant, fort en nombre de voix, proportionnellement, dans le centre. Mais ce n'est pas le nombre de voix au total que vous avez collecté, c'est le nombre de voix que vous avez eu dans le centre. Dans le centre, par exemple, par rapport au nord, par rapport au Centre-Atlantique et au sud. En clair, il faut que chaque courant politique soit hyper bien représenté partout. Or, ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, même s'ils sont tête de liste globale, vont avoir un nombre d'élus de leur famille dans l'alliance très réduit. Et si on se tient maintenant au résultat des municipales, c'est le RDN, pour que les gens comprennent, c'est le RDN qui aurait cette répartition la plus géographique, la plus... Si on se tient à cette projection. Si on se tient à cette projection. Or, la nouvelle donne de ces élections municipales, c'est que le PPM, en gagnant un certain nombre de villes, rééquilibre, ils ont 15 villes maintenant au total, rééquilibre sa force géographique par rapport au RDM. Mais laisse-moi aller un peu plus loin, jusqu'au bout. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui va gagner la tête de liste, tel que c'est parti, ce ne sera pas quelqu'un qui aura le plus grand nombre de conseillers territoriaux de son parti dans la majorité. Donc il sera minoritaire dans sa majorité. Donc, si c'est le MIM, par exemple, par rapport au RDM, ou si c'est le PPM par rapport à l'Alliance. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est les deux têtes de liste, par exemple, MIM
et PPM qui gagne, la tête de liste, mécaniquement, elle aura la présidence du conseil exécutif. Mais elle n'aura pas la majorité à l'Assemblée. Ça veut dire que l'Assemblée va contrôler sur le plan politique effectivement, le patron de l'exécutif. C'est son rôle. Ce qui est son rôle, mais d'ordinaire, il faut mettre d'accord. D'ordinaire, ils sont du même parti. Bien sûr. Le président de la République, le Premier ministre et le chef de la majorité à l'Assemblée nationale sont du même parti. Or, ce qui va se passer, et c'est ça l'enseignement majeur de ces élections municipales, c'est que mécaniquement, le patron de l'exécutif ne sera pas du même parti que le patron de l'Assemblée. Ça veut dire que le patron de l'Assemblée a le vrai pouvoir de jeter, si jamais les coalitions éclatent, pour une raison ou pour une autre, le patron de l'Assemblée a le moyen de jeter l'exécutif. Et l'exécutif ne revient pas. Contrairement à ce qui se passe, regardez, Hérault, on l'a viré. C'est pas l'Assemblée qui l'a viré, c'est le président. Mais il est député, il revient. Ouais. Par contre, le texte de la loi indique très bien que si l'Assemblée vire le patron de l'exécutif, il n'est plus conseiller. Il n'est plus rien du tout. Il n'est plus mandat. Donc, ces élections municipales sont fondamentales. Bon, on va faire un petit débat rapide. Attends, on ne reste pas trop longtemps dessus. Non, ta question de départ était sur les gens qui s'étaient présentés sans étiquette. Oui, exact. À mon avis, il ne faut pas, pour la plupart d'entre eux, rester longtemps sans étiquette. Oui, voilà, on est tout à fait. Il y aura des rapprochements. Oui, c'était implicite. C'est la capacité d'alliance de chaque courant politique qui sera à un moment donné déterminant. Absolument. Bon, très rapidement, on fait un inventaire. Hein. Donc les sorties, on le sait, c'est Malsa, Lavenaire, Ayotte. Bravo messieurs, tout le monde les a déjà remerciés pour le long et dur labeur. Longévité. Est-ce qu'on peut parler d'une défaite du MIM? Question. On sait ce qui se passe, on sait qu'à rapidement, Casse-Pilote, Veilleur n'est pas réélu. Rivière Pilote, pardon. Rivière Pilote. Gros monde, ici, d'accord, il y a un. Comment il s'appelle ce garçon? Sans étiquette. Qui maintenant n'est plus aussi. On a dit qu'il était. Bon, il est soutenu par le MIM, mais il était également soutenu par le RDM. Et son. Serge Ménil, par exemple, est troisième sur la liste. Exact. Donc, c'est vraiment une alliance équilibrée entre les deux formations. Oui, mais enfin, il clame haut et fort maintenant qu'il est gourmandais, qu'il a fait un travail au gourmand et que bon, lui, à titre personnel, il est plus sélectionné par le gourmand. C'est un type qui est quand même dans le courant patriotique quand même. Pour l'avoir vu dans plusieurs réunions. Alors, ma question, ma réponse, défaite ou situation transitoire pour le MIM? Tout dépend de la manière dont le MIM va gérer. Bon, moi j'ai lu une interview de France Antilles, où je vais vous lire quand même la déclaration. Non, il n'est pas l'interview de France Antilles. On fait notre émission à nous, pas France Antilles. Non, mais je parle de la déclaration. La déclaration de Théodose. Fais la synthèse. Alors la synthèse. Bon, Théodose dit. On lui pose la question, est-ce que vous êtes patriote? Oui, je suis patriote. Et quel est votre problème avec Marie-Jeanne? Je n'ai pas de problème avec Marie-Jeanne. Je n'ai pas de problème avec Veilleux, donc je suis allé le saluer. Est-ce que l'indépendantisme est mort en Martinique? Non. L'indépendantisme est une idée. Non, ce n'est pas de projection sur le futur. Là, en l'état, les résultats. Donc il se programme. Là, en l'état, les résultats. Il faut être très clair. Il faut être très clair. Oui. Non, allons être très clair. Mais oui, alors ça. On va pas faire des mots. Le MIM a baissé en nombre de voix. Voilà. Et sur 9 villes, il y a 9 villes, il y a 8 villes sur lesquelles ces candidats ont été battus. C'est tout. Bon. C'est une réalité, il faut qu'ils le comprennent. Bon. Disons qu'il y a au moins un tassement. On continue. Est-ce que, bon, Gilbert Couturier, on a vu avant, c'est consolation, on verra. Comme tu as anticipé. Est-ce que, avec Malsa, en plus, qui prend un coup de fer, excusez ma facilité d'expression, dans le Sud, ça remet sérieusement en cause le mot d'ordre d'indépendance pour la Martinique? Ouais, il était déjà fortement remis en cause. Je pense que... Quand je dis que ça remet en cause, c'est-à-dire que maintenant, contre eux, ils vont se dire, réfléchissons à ça, quoi. Enfin, moi j'espère. Est-ce qu'il y a de quoi? J'espère qu'il y a une révolution culturelle qui va s'opérer dans le camp patriotique, parce que, je veux dire, la bonne nouvelle pour le camp patriotique, c'est que les Martiniquais ont renoncé à l'idée d'un rattachement pur et dur à la France. Les Martiniquais intègrent de plus en plus l'idée... Et ça, c'est grâce à eux. Oui, c'est grâce à eux. C'est grâce à Césaire. C'est grâce à Césaire pour la partie, je dirais, identitaire, culturelle.
et au mouvement patriotique pour la partie politique. Bon. Mais ils se sont fait dépasser par les Martiniquais. Or, ce qui fait l'originalité du Martiniquais aujourd'hui, c'est... Alors, ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Michel. Ouais, mais tant pis, c'est à cette partie-là. La partie appartenance pure et dure à l'idée d'un libéralisme économique presque conquérant. Le Martiniquais, il a choisi ça. De l'autre côté, le Martiniquais a choisi, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour Michel, l'autre côté... Les 50 000 chômeurs ont choisi quoi que ce soit. Mais bien sûr, les 50 000 chômeurs ne sont pas au chômage. Hein. Bon. Ils se démerdent parce que personne ne les aide. L'autre partie, c'est la partie sociale, c'est-à-dire qu'il y a encore chez nous une revendication sociale très très forte, un attachement social très très fort, et une identité politique très très forte. C'est-à-dire que le Martiniquais ne se pose pas la question de savoir s'il est autonomiste ou indépendantiste. D'accord, ok. Donc les mouvements sont en retard. Je vais poser une question. Toi qui appartiens à un parti qui a su se remettre en cause. Hein? C'est au premier degré, il n'y a pas du mot ni du mot. Non, j'ai bien compris. Le moratoire, la troisième voie. L'évolution culturelle. Bon, il faut savoir faire ça, hein, même si on peut en passer ce qu'on veut. On peut en passer ce qu'on veut, Michel. Non, mais Michel, je parle technique. Non, mais je souris. Puisque tu sais bien que nous avons la même idée je parle technique. Je souris. Je parle technique politique. Ils vont souffrir là-dessus. Non, il ne faut pas faire ça. On parle technique. On fait une émission à un niveau d'analyse technique. Bon. Est-ce que c'est de la politique? Est-ce que, et puis ça permet à ce parti maintenant demain d'avoir l'Assemblée unique. Bon, c'est pas négligeable dans le système démocratique. Est-ce que comment ton parti aurait fait s'il était le MIM pour abandonner le mot d'ordre de l'indépendance nationale? Sans avoir l'air de se dévoyer. Voilà une question qui tue. Voilà une question qui tue parce que... Qu'est-ce que tu vas conseiller? Non, on t'engage discrètement et secrètement. Je vais d'abord dire qu'il y a bien longtemps que je n'ai pas entendu le MIM faire référence à l'indépendance. Donc tu penses qu'il faut continuer comme ça? Il faut ne pas en parler, il faut agir sans lettre, ne pas faire peur aux gens, mais que tous les adversaires à chaque échéance te tirent dessus à boulet rouge, te disent que tu es indépendantiste, et puis toi tu prends aller à Contry, tu prends aller à marché, puis tu perds des voix, et puis tu viens de perdre 8 villes. Je ne vais pas parler à la place du MIM. Mais je te demande de parler à la place du MIM. Ah bon, tu veux que je parle à la place du MIM? Qu'est-ce que tu fais? Moi, si j'étais le MIM, je n'aurais pas honte de mon mot d'ordre. Oui, mais c'est pas la bonne méthode. C'est pas ça. Mais c'est pas ça la bonne méthode. Moi, je pense que le MIM devrait... à l'intérieur sur ses fondements idéologiques, dire très clairement qu'il va changer d'option, il va changer de nom à la limite. Et qui pourrait faire ça? Mais tout le monde a fait ça. Tout le monde a fait ça, sauf le Parti communiste français, et encore moins le Parti communiste martiniquais. Mais tous les mouvements qui se sont... Le Parti communiste français a révisé, bon, ils n'ont pas changé de nom, ils n'ont pas changé de nom, ils n'ont pas... Oui, mais tardivement, ils ont peut-être révisé sur le stalinisme, sur les féodations à la Russie, enfin, à la Russie, à l'Union soviétique. Ils ont quand même fait leur... Aggiornamento. Oui, non, mais bon, le mot est juste. Sans qu'il y ait de réel changement. Trop tard. Le MIM, c'est le moment de se moderniser et de coller à cette vague identitaire nationaliste qui émane de ses entrailles, qui est dans la population, Or, le pire pour un mouvement politique, c'est de se faire dépasser par l'idéologie des masses. Oui. Surtout idéologie à laquelle il a contribué. Oui, bon. C'est ça. Et le type, il lance un mouvement où il le précède, mais c'est pas grave. Il le lance, il l'accompagne, et puis il se fait dépasser. Une question, Michel. Une question. Oui. Michel, est-ce que tu penses, compte tenu de ce qu'a expliqué notre ami Eddy, avec le mode de computation et de désignation de l'Assemblée unique, est-ce que tu penses, non, j'ai pas fini. Est-ce que tu penses que parce qu'on a eu Jean-Claude Descanville, parce qu'on a eu Nick Esmond-Rose, parce qu'on a eu Romana 400 voix, est-ce que tu penses qu'on peut dire qu'on est vainqueur? Est-ce que le PP est vainqueur? Je pose la question. Je reviens à ce que j'ai dit. Ce sont des élections locales. Tu as pris tout à l'heure l'exemple de Grand Saint-Malsa. Il y a certainement des causes qui sont liées à la gestion municipale, et qui sont spécifiquement liées à Sainte-Anne, plus que mot des masses. Et peut-être en partie à l'idéologie du mot des masses, mais probablement... Je prends notre exemple. Bon, j'ai entendu un commentateur parler de la chute de l'Avenir dans le Nord. Au Marigot. Bon, au Marigot. Bon, eh bien, il y a des causes qui sont liées au fait que ce sont des petites communes
sans grandes ressources financières, avec une population qui diminue. Donc tu estimes que le parti auquel ils appartiennent ne peut pas revendiquer sur l'indépendantisme supposé des uns ou des autres. D'autant que, il y a très longtemps que le MIM et les patriotes ont admis l'idée d'une étape dans l'évolution institutionnelle de la Martinique, notamment à travers l'article 74, à travers la consultation de 2003 qui était dans le cadre de l'article 73. Par conséquent, ils ont démontré sur une souplesse tactique. Une souplesse tactique. Michel, ça fait 3 fois que tu appelles, Michel. Oui. Il faut quand même que tu reconnaisses qu'on a déjà oublié cette étape. Mais non, on n'a pas oublié. Nous sommes en train. La population a oublié que le MIM avait effectivement fait cet acte de réalisme et ce rapprochement avec le LDM pour l'article 74. Et le PC, absolument, tout à fait d'accord. Et que l'article 74 était une chose très raisonnable, et puis en plus encadré dans une constitution. La population, surtout qu'à l'époque, n'oubliez pas comment cette méthode de changement de gouvernance avait été complètement dévalorisée, parce qu'on y a introduit, mais écoutons-nous, c'est pas là, on fait plus c'est fini, non mais la campagne est finie, on fait d'analyse. Je te réponds, c'est tout. D'autant plus que, mais j'ai pas fini. D'autant plus qu'à cette époque-là, je le dis, il y avait justement un boulet rouge contre ce qui était un choix rationnel. Oui. Et la population a été convaincue. C'est le seul argument d'ailleurs qui existe à l'heure actuelle, je l'ai vécu à Fort-de-France, c'est le seul argument qui est utilisé contre ceux qui ont encore le courage de dire que pour changer les choses en Martinique, ils vont pouvoir martiniquais face à la crise. Alors que ce soit un pouvoir qui fasse une politique néolibérale, une politique disons développementiste. On continue l'élémentaire. Mais donc l'argument de l'indépendance a été ressorti à Saint-Luce, il a été ressorti à Fort-de-France, c'est ce que je dis. Mais on est d'accord, mais c'est à partir de ça. Mais c'est un épouvantail. C'est un épouvantail. Mais c'est à partir de ça que je te demande. C'est notre rôle en tant que dans la presse, précisément, de démolir les épouvantails. Pourquoi? Mais si les gens que le débat soit serein, ne se fasse pas sur des pulsions et des sentiments, mais sur des réalités. Je vais répondre très sérieusement à ça. Comment veux-tu qu'un parti politique qui conserve comme mot d'ordre l'indépendance nationale, qui dans sa praxis quotidienne n'évoque rien, au contraire complètement intégré au fonctionnement et au système français, à juste titre, parce que ce sont des gens réalistes et raisonnables, comment veux-tu qu'il s'émeuve, comment veux-tu que ses alliés, bien ceux qui ont confiance en lui et qui croient, s'émeuvent de ce qu'on lui reproche d'avoir dans ses statuts, dans sa philosophie affichée, le mot d'ordre de l'indépendance. Mais on veut une chose et son contraire, il faut être cohérent. Je vais te répondre, le Parti socialiste en France a dans son appellation le mot socialisme. Et pourtant, le président de la République française vient après avoir dit qu'il était socialiste, a dit qu'il était social-démocrate, et maintenant il pratique le social-libéralisme. Et tu as vu où ça l'a mené. On est d'accord. On continue. Non, mais tu es d'accord avec moi. Ça s'appelle. Continuons, tu es d'accord. Ça s'appelle le raisonnement par l'absurde. Tu es d'accord avec moi. Donc tu es d'accord avec moi. Une question. Est-ce que vous pensez. Alors maintenant, il y a des gens aussi qui roulent les épaules. Les gens roulent les épaules beaucoup après les résultats des élections. Ceux qui ont perdu disent qu'ils n'ont pas tout à fait perdu. Est-ce que la droite s'en sort? Parce qu'il y a une petite commune qui a été prise avec cet hétéroclite de tout ce qu'il y avait comme opposition. Mais je parle de cet esprit. Est-ce qu'on peut dire que on a gagné quand on a gagné comme ça? Non, il y a un élément sur lequel on peut rebondir, c'est le nombre de voix qui se sont exprimées sur des candidats s'affichant à droite. Ouais. Okay. Ce nombre de voix, on aurait pu penser qu'il s'effondre, il ne s'est pas effondré. Voilà. Ok. Bon, c'est déjà une première réponse, et c'est plutôt une réponse positive pour ce mouvement-là. Mais j'irai plus loin dans l'analyse, et sur cette droite, je dirais à la chose suivante. Si le MIM ne fait pas attention, les gens de droite, comme il faut de toute façon une alternative crédible au PPM et ses alliés, les gens de droite, finalement, comme ils vont abandonner, et c'est ça, ils abandonnent la notion de départementalisation. C'est fini. Mais au-delà du fait que ça n'existe plus, c'est idéologique. Ils disent, nous finissons, puis ça. C'est très bien. Et ils teintent leur discours de plus en plus de nationalisme. Moi, je prends le pari que si le MIM ne fait pas attention et ne modernise pas son discours,
c'est les gens qui voudront ne pas voter pour le PPM, eh ben, ils vont retourner à droite. Hein. Oui. Ils vont retourner à droite. Donc, c'est pas compliqué. Il y a plusieurs communes où les candidats de droite font mieux que le MIM, Saint-Esprit et le François. Vous n'avez pas fait cette analyse-là? Que Mme Carius a été éliminé par quelqu'un de droite, son revendiquant de droite. La droite classique franciscaine. Fait 1300 voix au François. Donc, poussons plus loin l'analyse. De toute façon, ce n'est plus sur des familles politiques avec des idéologies, mais c'est très compliqué et à la fois extrêmement simple et voire un peu manichéen. C'est oui ou non avec le PPM et ses alliés. Et les candidats au non, qui disent non, nous, il y a notre politique possible, eh ben, jusqu'à maintenant c'était le MIM et le RDM, il se peut très bien que s'il n'y a pas une modernisation du discours, ce sont des gens de droite qui de toute façon, mécaniquement, vont à nouveau avoir le pouvoir en France, puisque l'alternance va jouer, elle a toujours joué, elle jouera à nouveau, auront des supports financiers, techniques, etc. Autrement dit... La droite n'est pas morte. Voilà, c'est là que je voulais en venir. En tout cas, qu'elle est pas morte. Hein. Moi non plus. Elle manquait de leader. C'est comme... Elle manque encore. Elle manque encore de leader. Et une partie d'entre elles est allée au PPM, a suivi le PPM. Donc, quant au discours, elle a teinté son discours d'un discours un peu identitaire, par exemple, Mme Mignon. Bon, j'attends le moment où elle va adhérer carrément à Ensemble pour une Martinique nouvelle. Bon. Oui, bien sûr. Donc, par conséquent, cette droite a toujours, dans l'idée, elle n'a pas fait sa conversion. Elle n'a pas fait sa conversion sur l'idée que pour pouvoir régler les problèmes martiniquais, il faut avoir un certain nombre de pouvoirs martiniquais. Et ça reste la ligne de fracture entre ceux... Le clivage. Ça reste très exactement. Nous avons une crise martiniquaise. Nous avons une crise martiniquaise qui se superpose à la crise française. Et on a fait des colloques, etc., sur le problème de développement. Mais quand on regarde les propositions, toutes les propositions, notamment celle du petit livre bleu du patronat, toutes ces propositions nécessitent l'existence au moins d'un pouvoir fiscal. Est-ce qu'on peut parler de la participation? Parce que c'est pour la démocratie. Est-ce que la participation, est-ce qu'on a mieux voté cette fois-ci qu'en 2008, au premier et second tour? Non. Alors, mais je pense qu'il faut aller plus loin que la simple réponse négative. C'est de dire la chose suivante. Il y a deux votes en Martinique. Il y a deux types de votes. Il y a un vote urbain. Ouais. Et il y a un vote extra-urbain. Ouais. Okay. Donc si on enlève Fort-de-France, Lamentin, Schellcher, Saint-Joseph, ce sont les seules communes en Martinique, avec Trinité, il y a eu un petit accident, on va dire ça comme ça, ce sont les seules communes en Martinique où le taux de participation est inférieur à 50% au premier tour. Okay. Il est de l'ordre de... Il part du plus petit, 40, Fort-de-France, jusqu'à 48 à Schellcher. Bon, mais quand on enlève ces quatre communes, le taux monte à 62%. C'est ce que j'allais dire. 64,5. Terminé. 64,5, c'est 54 la dernière fois. J'avais prévu de faire un papier sur l'abstention parce que ça me travaille depuis des dizaines d'années et à chaque élection, je fais un papier sur l'abstention. Et je me suis rendu compte exactement de ce que vous êtes en train de dire là, que tout compte fait, on ne peut pas dire que l'abstention ait été aussi forte que d'habitude avec la différence que tu viens de faire. On a mieux voté. Elle est quand même globalement inférieure. La participation est quand même globalement inférieure. Elle exprime quand même. L'abstention, elle exprime quand même l'exclusion d'abord du vote jeune. Oui, ça c'est vrai. Et d'une partie du vote populaire. Enfin, nous, on a les chiffres maintenant. Le vote jeune, c'est-à-dire moins de 25 ans, ils votent à 36%, ce qui est faible. C'est très faible. Ouais. Ça veut dire qu'il y a 64% des jeunes de moins de 25 ans, entre 18 et 25 ans. Et puis les exclus de la société, dans les couches populaires. Ouais. Bon, donc, on retrouve un peu les mêmes paramètres dans un grand pays comme la France, d'ailleurs. Hein? Bon, et ça c'est aussi l'expression de la crise, ce qu'on appelle la crise de la politique. Il y a aussi le fait que, enfin, moi j'ai souvent comme réponse, une réponse très pragmatique, s'il y avait un service public de l'aide au vote le dimanche,
un service public de transport, il y aurait plus de voilà. Il y en a eu un à Fort-de-France. Il y a une question. Non, mais on perd du temps avec des trucs comme ça. Une question. La meilleure participation a été à Sainte-Anne. On comprend, hein, au deuxième tour, avec le combat. Et à Ducos, où c'était chaud aussi, il n'y a pas eu cette... Comment on explique, sur le même petit territoire, l'attitude... Parce qu'il y avait 3 candidats. Voilà. Duel de côté, duel triangulaire. Ouais. Dès qu'il y a un triangulaire... Alors, il faut quand même... Ça, c'est les gens... Très bien. Pas ni 3 coqs dans la pite. C'est l'idée. Parlons maintenant des conseillers communautaires. Alors, les conseillers communautaires, c'est... Bon, d'abord, les conseillers communautaires, CACEM, espace communauté d'agglomération, c'est très important parce que ça regroupe, c'est un peu comme l'Europe par rapport aux pays européens, ça regroupe des pouvoirs. Il faut donner un chiffre. Donne les chiffres. Il faut donner un chiffre. Quand le conseil général va disparaître dans un an, la puissance financière la plus importante en dehors de la collectivité territoriale, ça va être la CACEM. 276 millions d'euros. Voilà. OK ? C'est déjà la 3e. Aujourd'hui, c'est la 3e. Ouais. Donc, c'est incontournable déjà en termes de puissance financière, parce que ces gens-là, leur ressource principale et essentielle, c'est l'impôt sur un des impôts sur les sociétés, l'ex-taxe professionnelle. Oui. Donc, ça veut dire quoi? C'est l'économie qui les nourrit. C'est vraiment l'économie qui les nourrit. Donc, avec un petit peu d'impôt, encore plus les entreprises, ils prélèvent la taxe sur le transport, ouais. La contribution transport. Donc, l'économie nourrit ces gens-là. Donc, ils sont une légitimité complète. Alors on y va, 189 conseillers. Leurs compétences sont relativement étendues. S'élargissent. Parce qu'il y a non seulement les compétences, je dirais, disons, obligatoires, et celles que notamment celles du centre, ont décidé de leur déléguer. D'ordures, etc. L'eau, ils vont récupérer l'eau en 2015. Alors, 189 conseillers communautaires, ils sont désignés, ils sont élus, c'est les 5 premiers. Pour Fort-de-France, par exemple, c'était quand même plus. C'était uniquement les 8 premiers de la liste. De chaque liste. Non, c'était 5. Alors il y avait une proportion par commune et puis c'était le conseil municipal de chaque ville qui désignait ses représentants. Voilà. Donc il n'y avait pas d'opposition. À l'époque. Alors maintenant, ils sont élus proportionnellement sur la liste. Par exemple, 43 au conseil municipal et je crois 28 au conseil communautaire pour la liste majoritaire. Sauf Grand-Rivière et Fontaine, une exception. Donc la véritable innovation, c'est que dans la gestion de ces communautés d'agglomération, les oppositions seront représentées. Ça c'est important. Et il pourra y avoir une fédération des oppositions. Il faut quand même nuancer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de communes où l'opposition est présente. Parce que c'est aussi... en termes de taille, donc je vais vous donner des éléments. La majorité, par exemple, des communes de Cap-Nord n'ont pas d'opposition, n'auront pas d'opposition, même si elles ont plus de 1000 habitants, tout simplement parce que leur nombre de représentants est très faible. Je crois bouillant un siège. Voilà, Casse-Pilote 2 sièges. Donc l'opposition ne pourra pas avoir de siège. Il n'y a que le Robert. Casse-Pilote 2 sièges. Il n'y a que le Robert. Hein. Robert 12 sièges. Ouais. 12 sièges, 2 pour l'opposition. C'est surtout valable dans le centre et le sud. Dans le centre, c'est valable. Mais il y aura quand même une présidence qui émanera d'une majorité. Il y aura une opposition, il y aura des débats démocratiques sur le développement et sur... Et ça remet en cause le jeu des chaises musicales. Ça, c'est à toi. La prochaine fois, c'est moi, etc. Là, il y a une vraie élection. C'est démocratique. Et c'est là que les tractations politiques ou politiciennes sont en cours. Ça peut jouer sur la collectivité unique, ça. Oui, c'est une préfiguration. Voilà. On continue. Les femmes. Excellente nouvelle. 13 femmes, et pas 11 comme on avait dit avant. Qui c'est qui veut les citer? 13 femmes tête de liste 13 femmes tête de liste. Tête de liste. C'est pas mal quand même cette fois-là. C'est 6 de plus qu'en 2008. Ouais. Il y en avait que 7. On les a déjà cités, on ne va pas les reprendre toutes. Bon, mais il y en a une qui a été élue. Il y en a une qui a été élue. Et donc il faut leur dire que statistiquement, plus il y aura des femmes tête de liste, plus il y aura des femmes élues. Et puis il y en a qui ont fait le buzz, c'est Karine Mousseau, des gens comme ça. Est-ce qu'on parle de celle qui a été élue à Basse-Pointe? Ou de bons résultats, Marinette Torpille. Voici un exemple intéressant où il ne faut pas trop mécaniquement calquer l'élection
municipales et collectivités uniques. Dans l'opposition aux maires de droite, et dans la liste, il y a des gens, il y a des communistes, des RDM, des gens, même si c'est Mme Casimirius, PPM, qui l'a emporté. Donc dans le courant, c'était une opposition aux maires de droite. Ouais. Et une opposition qui est une liste qui s'était constituée à 3 reprises. On retrouve peut-être les mêmes, mais si on prend les listes. Récupérer là maintenant. Récupérer dans une certaine mesure. Au niveau local. Au niveau local. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le transfert. Rentrons dans la petite cuisine. C'est vrai qu'il y a un Front National sur une liste, sur la liste vainqueur de Sainte-Anne, c'est vrai, vous avez contrôlé. C'est un monsieur qui a affiché ses opinions pendant plusieurs années avant d'aller sur la liste. Et depuis qu'il est sur la liste, il a dit j'ai fini avec ça. Voilà. Pourquoi pas. Nous croyons en la rédemption, nous croyons. Possible. Au niveau de contentieux, qu'est-ce qui paraît très sérieux? Saint-Pierre. C'est Saint-Pierre. C'est clair. Alors là, c'est des affiches, des choses comme ça, des trucs pas sérieux. Ouais, non, Saint-Pierre, à mon avis. Oui, si le préfet a déféré lui-même les élections. Je me permets de parler de Fort-de-France. À Fort-de-France, le deuxième tour a été évité à 470 voix. Et si le système de charroi de gens de transport au Chayemoun en créole, à partir d'une double liste qui est totalement interdite, et qui a été constatée par des magistrats. Qu'est-ce que tu appelles une double liste? Alors voilà, il s'agit qu'il y a une liste d'émargement officiel, et puis la municipalité en place met dans les mairies une double de la liste, et il y a des gens qui notent les gens qui votent, et un coup de téléphone. Pour aller chercher ceux qui n'ont pas voté. Il y a un centre à la mairie de Fort-de-France où on centralise ces appels et on dit voilà, à telle heure, il y a telle personne qui n'a pas encore été votée, on va aller chercher. Je vais demander ça à Daniel. Les mauvaises langues disent que c'est Renaud Gomézon qui est très fort pour ces choses-là. Je sais qu'il l'était à un moment. Il a repris du service. Il a repris du service. Alors, entre nous soit dit, puisqu'on l'a rappelé, c'était chaud quand même. Cette fois-ci? Oui, vous sentiez que c'était quand même chaud. Il fallait quand même... Non. D'accord. Non, j'étais de ceux qui pensaient que l'affaire serait entendue dès le premier tour. Avec la loi qui supprime l'obligation d'avoir mais cette loi n'a jamais été applicable. Cette loi existait déjà en 2008. Non. Oui. Mais non, mais elle n'est pas applicable à ce mode d'élection. Elle n'a jamais été applicable. On en parlera. Oui, pour les villes, elle était valable pour les villes de plus de 3500. Non, c'est le mode de scrutin. C'est le mode de scrutin. Oui, évidemment, mais pour les élections municipales... C'est applicable pour le scrutin proportionnel. C'est pas le cas. Je veux quand même dire une chose qui n'a pas été dite par aucun média, et qui prouve que les médias sont sous influence. Y compris le tien. Sauf justice. Sauf justice, c'est qu'entre 2008 et 2014, la majorité en place a perdu 10 000 voix. Elle avait été élue avec 89% des voix, elle est maintenant élue avec 51,9%. J'ai lu ça partout. On l'a dit sur les plateaux, on l'a dit, et on a même posé la question. Tu avais le le guidon, tu étais... Alors, cette Marie, on laisse tomber, qu'il n'a pas le droit d'entrer dans les bureaux, que les poubelles ont été ramassées. Non, mais non. Il n'y a aucun recours, là, strictement aucun recours, en dehors de Saint-Pierre, qu'il y ait une chance quelconque d'être appliquée, parce que, et je ne sais pas si vous regardez bien, la majorité des recours ont été déposés par des candidats qui ont été élus. Oui, donc le mec il va dire bon finalement fini ça. Bon, on a bien traité sur plus de la moitié du temps notre territoire national. On va en passer maintenant à l'étranger, l'élection française. Ah bon? Alors, j'ai lu en quelque part une explication sur les scores décevants du PS. Alors c'est un géographe qui s'appelle Laurent Chalard qui explique ça. Je vais t'envoyer l'article. Que l'abstention des Français issus de l'immigration extra-européenne, ça veut dire ça qui pas blanc, quoi, est l'une des causes principales de la désaffection et de la défaite, de la déconfiture du PS. Contrairement au présidentiel de 2012, l'abstention a eu des niveaux records, plus d'un inscrit sur deux,
par exemple à Marseille, où Patrick Menucci a eu un résultat incroyable, 20% des voix. Là, c'est surprenant pour tout le monde. Et la plus d'un inscrit sur 3 par rapport à 2008, puisqu'il y a eu plus de 7000 abstentions, par exemple, dans le secteur 7 de Marseille. C'est pas les arrondissements, c'est les secteurs. À Seine-Saint-Denis, Bobigny, Bondy, la droite de quartier populaire, à émanation, enfin à coloration politique, communiste, la droite 44 et 37%. Tu vois, ça, dans les arrondissements de Paris, 18e, 19e, 20e, il y a une diminution de la participation entre 2008 et 2014, alors que par ailleurs, la participation est stable, diminution de la participation de cette émigration extra-européenne. Ce qui explique que la deuxième place d'Hidalgo dans ces quartiers populaires, c'est assez extraordinaire. Alors à Lyon, dans les deux banlieues de l'Est à forte population maghrébine, c'est carrément maghrébin, Vaux-en-Velin et Vénissieux, je connais mal Lyon. Le taux impressionnant de 62% d'abstention a été atteint, notamment dans la première, à savoir Vaux-en-Velin. Malgré tout, il y a quand même une Guadeloupéenne qui l'a emporté. Oui, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Combinaison de facteurs, alors, voici l'explication. Vous allez me dire si vous sentez que c'est bon. Le PS a aliéné l'immigration musulmane conservatrice, par essence, avec des théories sociétales, théories du genre, mariage pour tous, comme ça. Pas seulement eux. Ça, c'est monsieur Fenou. Hein. Bon. Pour eux, l'UMP, ça a toujours été des racistes. On ne va pas brusquement voter pour eux, donc on ne va pas voter. Et puis en plus, c'est municipal, présente mon intérêt, et souvent, cette immigration est en conflit avec les autorités municipales. L'épouvantail Sarkozy a disparu, donc on n'a plus... on n'a plus la peur d'une droite considérée comme extrême. Et ce qui fait que, dans ce contexte-là, la gauche traditionnelle, alors que Hollande avait bénéficié de ce vote maghrébin au présidentiel, là, voici une hypothèse, je vous la livre. Une hypothèse. Il faudrait nous donner des chiffres du poids de l'électorat non européen par rapport à l'électorat. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Mais il faut quand même relativiser. Et c'est là, et tu as raison, tout est dans la com. Le PS a perdu 150 villes de plus de 10 000 habitants. 155. Ça représente... 155, oui. Ça représente 3,5% du nombre de villes en France. Si nous... ici en Martinique, il y a un type qui perd 3% des villes, on lui a dit bon, et là, c'est une déroute. Ouais. Non, je veux dire, il y a 36 000 communes en France, ok. Il y a plus de 6 000 villes de plus de 10 000 habitants. Ouais. Quand tu perds 155 villes sur 6 000, tu ne prends pas une calotte. Tu ne prends pas une calotte. Mais tu n'as pas gagné. Tu n'as pas gagné. Par contre, l'analyse aurait dû être faite en voix. Là, oui, là, il y a une défaite. Mais comme les types sont incapables de faire cette analyse en voix, et puis d'aller plus loin, en disant, mais elle est moins spectaculaire en voix. Oui. Elle est moins spectaculaire en raison justement du faible participation. Et on y vient. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Ok, 38% des Français ne se sont pas déplacés au premier tour. Tu as vu la logique et la cohérence. Je sais comment vous fonctionnez dans vos têtes. 38% des Français ne sont pas déplacés au premier tour, c'est beaucoup. C'est énorme. Pour la France. Et pour des élections municipales. Et pour des municipales. Parce que pour nous, ce n'est pas fort. Hein. Là, il parle de Fort de France. Fort de France, c'est 60%. Bien sûr. Alors, non, mais néanmoins, quand même. Michel, une question, Michel. Quelle est la traduction? C'est quoi l'abstention? Qu'est-ce qu'on met dans l'abstention? Ça veut dire qu'on sait bien, on est content du système, ou ça veut dire qu'on est tellement coupé du système. Quelle est la signification en sociologie politique? Ce qu'il faut noter, c'est la montée régulière de l'abstention depuis 20-30 ans. Quelle signification? Et notamment pour précisément l'élection, qui est l'élection du quotidien et l'élection municipale. Absolument. Quelle signification à l'abstention? Alors, il y a plusieurs significations. Ouais. Mais c'est une abstention, d'abord, qui est liée, qui est populaire, qui est plutôt populaire, et qui frappe plus la gauche que la droite, parce qu'on l'a vu, pour les questions sociétales, la droite traditionnelle conservatrice s'est mobilisée. Dans la dernière ligne droite, l'affaire Sarkozy, qui s'est présentée comme
comme une victime du système judiciaire à rajouter à cela. Ok. Bon. Donc, et ce sont les couches qui attendaient le plus de la gauche. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hollande s'est fait élire sur l'idée qu'il allait punir la finance. Donc c'est une abstention de répression, de punition. C'est une abstention de répression, de punition. D'insatisfaction. Pas seulement. Et sans compter d'autres aspects de la gestion qui ont pu jouer. Bon, la droite a parlé de l'amateurisme, des couacs, etc., etc. Bon, moi j'y crois pas trop. Enfin, c'est les arguments qui ont été donnés. Daniel. Non, moi j'allais dire que c'est une abstention, me semble-t-il, surtout d'indifférence. Le problème, c'est que Michel a raison, jusqu'à présent, c'est dire. En politique, l'indifférence a un sens, a une signification. Oui, ça veut dire que je m'abstiens. Ça veut dire que bon, ça, mon bon. Non, pas forcément. Jusqu'à présent, les municipales, qui sont des élections de proximité, comme on dit, etc., et tout, échappaient quelque peu à la force de l'abstention, on va dire ça comme ça. Oui. Même les municipales maintenant sont touchées. Ça veut dire que, je reprends mon mot, indifférent, ça veut dire, quels que soient ceux qui vont être élus, je ne crois pas qu'ils vont faire quelque chose pour moi. Oui, ça c'est important. C'est ça, okay. Me semble-t-il. Moi, je pense qu'il faut repasser dans un contexte. C'est pas qu'est-ce que signifie ou que signifie l'abstention, mais que signifie le vote. Oui. Et c'est en disant ce que signifie le vote qu'on comprend l'abstention. Le vote aujourd'hui, c'est un acte de plaisir. C'est un acte de divertissement, c'est un acte de pari. Ce n'est plus un acte citoyen, ce n'est plus un acte de peur, de protection, etc. C'est un acte de plaisir. C'est-à-dire, en clair, je parie que celui pour lequel je vais voter va gagner. Je l'aime bien, j'aime ses idées. Voilà. Ça ne peut pas plaire à la majorité des gens, ça, ce discours-là. Enfin, la majorité des gens... Tout le monde n'adhère pas à ce lot-là. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est à quoi ça sert de voter. Intéressant. Ça va changer de mon quotidien. Une partie des gens disent je vais voter parce que ça aura un impact sur. Ça, c'est les gens qui sont inscrits dans la tradition républicaine. Ça aura un impact. Voilà, la tradition républicaine. Mais ces gens-là voient que l'univers concurrentiel de l'élu, c'est complètement ouvert. Moi, j'aime bien citer cet exemple-là. Dans les entreprises maintenant, pour faire la comparaison, les entreprises, c'est plus les syndicats qui arrivent à résoudre les problèmes, ce sont les groupes de prière ou les associations sportives. C'est ça. Donc, mais oui, dans la vie quotidienne, c'est plus l'élu municipal qui règle le problème. Ça peut être l'élu communautaire, ça peut être l'élu du conseil régional, ça peut être l'association, ça peut être le curé, le rabbin, le pasteur, etc. Voilà la réalité. Okay. Je vous donne un sondage d'opinion, qui a été censuré en partie par le journal Le Monde. C'est une enquête annuelle qui est faite par l'Institut Opinion et le Centre de recherche politique de Sciences Po. Et ça s'appelle Baromètre de la confiance politique. Pile poil, on est dans le 5e édition, Le Monde a décidé de ne publier que 41 pages sur 84. Et naturellement, valeur actuelle. On a l'extrême droite dit ah non, monsieur censuré, on va prendre tout. Alors, je vous donne les résultats. 75% des Français ne font pas confiance à l'État, à la République. 75% des Français ne font pas confiance à l'État, à la République. Je vous les donne comme ça. Je n'ai pas eu le rapport lui-même, j'ai eu, c'est du reçu, c'est le rapport, il faudra qu'on se le procure, Michel. 88% on rejette les partis politiques. 87% actuellement pensent que Hollande n'a pas l'étoffe de président. 61% sont prêts à aller manifester dans les rues, à descendre dans les rues. 30% seulement en 2010, parce que je vous ai dit que les mêmes questions sont posées au fil du temps. 71% ne font pas confiance aux syndicats, ce qu'il vient de dire. Mais pire alors, la stupeur, dit le commentateur, 50% ne croient pas à la démocratie. C'est grave. À la tête du pays, il faut un homme fort. Il ne croit pas au Parlement, il ne croit pas aux élections. 36% mettent Sarkozy en tête. 34% mettent Marine Le Pen collée avec lui. Les autres politiques sont en fin de pourcentage. 67% de Français pensent qu'il y a trop d'immigrés. La moitié des Français, 50%, sont pour le rétablissement de la peine de mort. Oui, de la politique sécuritaire et tout ça. Alors qu'on était à 35% en 2011, ce qui était quand même en 2011, après tant de temps, ce qui paraît étonnant.
Voici un sondage qui a été fait. Alors, avec tout ce que... Avec les pincettes, hein. Avec les pincettes. On ne va pas se manquer dans ça. Un résumé de cette enquête il y a peut-être 3 semaines ou 4 dans l'Humanité. Et il y ajoutait aussi que cette même enquête révélait que le nombre de gens qui ne font pas confiance au système capitaliste a augmenté par rapport à la dernière enquête qui avait été faite il y a... Enfin, chacun y trouve son bonheur. Mais moi, je crois que cette enquête révèle une société, la crise des sociétés, de la société française et des sociétés occidentales vis-à-vis de la démocratie. C'est un sondage de crise qui montre que, précisément, si on continue à faire une politique, à faire le contraire de ce que l'on annonce dans les campagnes politiques, ça va accentuer ce rejet de la politique. Ça veut dire que beaucoup de citoyens n'ont plus confiance dans le vote ou c'est ce qu'on disait à l'instant. Dans le vote pour changer les choses. Et ça vient, c'est plus haut. Ce sont les institutions internationales, le FMI, l'OCDE, la Troïka et tout ça, etc., qui ont inculqué l'idée qu'il n'y a qu'une seule politique à faire, c'est les seules austérités. Ok. Est-ce qu'on peut rappeler aux candidats rapidement qu'il ne faut pas qu'ils floppent leur compte de campagne, qu'ils ont 3 mois pour... Oui, qu'ils oublient ça. Il ne faut pas qu'ils oublient. Oui, et puis que c'est très réglementé. Bon, c'est des grands garçons, on ne va pas aller ici à une émission. Ils peuvent se retrouver non éligibles. Absolument, non éligibles et puis sanctionnés. Et puis il faut quand même rappeler qu'il y en a un qui a complètement oublié ça, c'est Nicolas Sarkozy, et qui s'est fait retoquer de 11 millions d'euros. Oui, et puis que... Même les plus grands oublient. Notre ami Samoa avait pris du plomb dans ça aussi. Voilà. Enfin, la mort du soldat, du brigo faisant du bien au soldat, notre ami Philippe avait pu être député comme ça. Enfin, c'est pas une raison pour flopper. Était-ce une stratégie? Bon, 2 petits mots rapidement sur le discours de Hollande. Je fais la synthèse, je vous la ferai très... Alors, la réponse à la situation, tout ce dont on a parlé maintenant, c'est actuellement. Je ne change pas de cap. Ça n'est qu'une nouvelle étape. Gouvernement de combat avec Valls, équipe resserrée, cohérente et soudée, avec 3 missions. Ça, c'est la synthèse de la synthèse. Économie. Je balance mon pack de compétitivité. Attends, je continue. J'appuie sur l'emploi et la transition énergétique. Ouais. Et je colle, comme tu disais, en justice sociale, un pacte de solidarité. Ouais, voilà. Avec, dans ce pacte de solidarité, l'emploi, l'accès aux soins, le pouvoir d'achat. Stop. Et je diminue les... Mais non, c'est pas ça. Attends, Michel. Là, pendant une petite heure de ta vie, je te demande d'avoir une dimension universitaire. Professeur. Pas difficile. Professeur. Il faut aller à l'école, puis professeur. Donc là, on peut essayer de machin et puis de analyser. Vas-y. Alors, effectivement, vous vous rappelez qu'à une époque, on parlait, ici, on a débattu très longuement, et tu étais là, de la TVA sociale. Vous avez parlé de ce que l'UMP avait proposé, et que Sarkozy avait balayé d'un revers de main, la TVA emploi. Eh ben, c'est ça. On diminue les charges. On diminue les charges patronales, sociales patronales. On diminue les charges sociales salariales et on augmente une TVA pour protéger. Alors, soit une TVA, soit un impôt. Enfin, on va chercher l'argent sur la taxation. Et bien évidemment, ça a été appliqué dans les pays du Nord et ça marche à fond. Parce qu'en clair, ça augmente mécaniquement, sans que le chef d'entreprise n'ait à faire aucun effort, ça augmente mécaniquement le salaire de l'individu. Et parce que ça va très très loin. Ça relance la consommation. On va passer de 23 à 17%. Quel patron peut donner une augmentation comme celle-là, c'est-à-dire 6% d'augmentation à un salarié? Personne. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça fait longtemps qu'ils auraient dû faire ça. Parce qu'en clair, ça donne quoi? Ben, c'est du keynésianisme libéral. Enfin, alors, évidemment, Michel ne va pas être forcément d'accord, mais ça marche dans les pays socialistes. Forcément, il ne sera pas d'accord. Mais il peut pas être d'accord, sauf s'il a fait sa révolution doctrinaire. Parce que il veut pas. Ça, c'est génial, parce que prends le truc proposé par l'UMP, enfin, l'EDEC, Lille, c'est l'école qui a travaillé dessus, récupéré par les mecs de l'UMP en disant... En essayant de forcer le trait social auprès de Sarkozy disant mais c'est quoi ce truc socialiste, virez-moi ça. Et là, réimposé donc par Valls, parce que c'est Valls qui ramène ça en disant mais on a tout essayé, le seul truc qu'on n'a pas essayé c'est baisser les charges salariales, les syndicats sont contre.
Les partis de gauche sont contre. Les partis de droite sont contre, mais c'est là qu'il va gagner. Dernière question, parce que vous avez vu qu'on finit l'émission. Est-ce que tu penses que la désignation de plus que social-libéral, alors que l'expression même du vote municipal a été en quelque part par l'abstention, déjà, et par le refus. Le vote municipal, c'est plus de gauche. Ouais. Est-ce que tu penses que en quelque part, on ne se met pas là, encore une fois, dans un guet-pied? C'est dangereux parce que... En 2 minutes. En 2 minutes, moi je crois que c'est un pari, mais un pari risqué, parce qu'au bout, on peut se trouver avec un processus qui ressemble à celui des années 30. Ok. Dernière. 1 minute, 30 secondes. Oui, 30 secondes. Moi, ce que je veux dire, c'est que le remaniement, la nouvelle communication, etc., ça a besoin d'éclaircissement pour le vulgum pecus, pour le français moyen, n'est-ce pas? Et surtout d'actes. Parce que je n'ai pas l'impression que dans les 2-3 jours qui sont passés, les gens aient compris quoi que ce soit. Est-ce que vous avez remarqué quand même le caractère ultra brillant de la communication? Un remaniement efface une des plus violentes défaites. Absolument. Personne ne parle plus dans la de défaite. Une observation quand même. Dans cette affaire, nous avons perdu M. Lurel. Oui. Que je ne regrette pas. Nous mettons l'avis de nous que nous ne regrettons pas. C'est l'avis de ton parti qui nous intéresserait peut-être, mais enfin, mais pas toi, le tien. Je pense que pour 2 raisons. La première raison, c'est que d'abord, c'est un ultra-assimilationniste. Bon, ça c'était. Et puis deuxièmement, il a mené, sous couvert de réforme du prix des carburants, une attaque contre, en fait, une entreprise qui est martiniquaise, simplement parce qu'elle était en Martinique. C'est ton avis. Ouais. Bon, c'est l'avis de Michel Branchy. Enfin, c'était l'avis de Michel Branchy qui croit que Georges Paulhan, Langevin, est ailleurs que sous la férule et sous la botte bien serrée de M. Lurel. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur.